Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy J3 2017 que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très habituelle et traditionnelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Samsung Galaxy J3 2017, c'est un mobile entrée de gamme commercialisé au prix maximum de 219 euros. D'ailleurs, je le rappelle, si vous cherchez à faire la bonne affaire, vous le savez, il y a notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en description de la vidéo, en annotation, en commentaire, etc. etc. Un mobile entrée de gamme, donc 219 euros, qui est la troisième génération du J3. Il y a eu le J3 tout court, le J3 2016 et désormais le J3 2017. Donc faites attention notamment, c'est une petite parenthèse que j'aime bien faire, faites attention lorsque vous achetez ce mobile, faites bien attention à la version que vous achetez. Alors le J3 2017, autrement connu sous la référence SMJ330FN, en tout cas c'est la version que je suis en train de tester devant vous, donc c'est la version européenne de ce mobile. Eh bien, c'est un mobile qui présente bien. Voilà, il faut le dire tout de suite, c'est un mobile et on va faire le tour du propriétaire, on va regarder le design, mais c'est un téléphone qui présente bien, tout comme le J5, tout comme le J7. C'est un téléphone qui possède la particularité d'avoir un châssis et une carrosserie en métal, donc le châssis est bien métallique, la carrosserie est bien métallique, ce qui fait que le téléphone a une bonne rigidité. Ça, c'est le bon premier point. Deuxième point, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est quand même qu'il est classe. Il est beau, il est élégant, et c'est un mobile qui est décliné en trois versions de couleurs. Il y a la version noire que vous voyez tout de suite devant vos yeux, il y a la version bleue et la version dorée. Donc il y a trois déclinaisons couleurs de ce mobile. Comme ça, vous pouvez choisir la version qui vous convient le mieux, celle qui vous plaît le plus. Alors si on fait le petit tour du propriétaire, et après je parlerai des dimensions, si je ne les oublie pas bien sûr, eh bien on est sur un téléphone qui possède sur sa face avant un écran de 5 pouces, sur lequel je vais revenir. On va reparler de l'écran. Au-dessus de l'écran, on a un écouteur, on a un capteur photo frontal, visiblement accompagné d'un flash LED. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que ce capteur photo frontal a bien un flash LED? Alors, on va le voir ici. On va le mettre en automatique et on le force. Oui, c'est bien le cas. Donc on a bien un flash LED ici, en haut à droite. On reparlera de la qualité photo tout à l'heure. D'ailleurs, du coup, désolé de vous avoir mis un petit coup de flash dans les yeux. Sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins, un slot qui permet de glisser une carte SIM, un slot qui permet de glisser une carte micro SD. Sachant que ce téléphone existe aussi en version double SIM qui s'appelle Duo. Et pour le coup, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Quand on a la version Duo, eh bien, on remarque que la trappe qui est ici, en fait, eh bien, elle a bien le deuxième emplacement de carte SIM. Puisque quand on est sur la version mono SIM, comme celui-ci, eh bien, finalement, l'emplacement de la deuxième carte SIM, il est obstrué, il est bloqué. Mais on le voit, hein, on voit que ce téléphone a été conçu pour être double SIM à la base. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en Europe, officiellement, on ne l'a pas en double SIM, on l'a qu'en simple SIM. Sur le haut du mobile, on n'a rien. Voilà, au moins c'est simple. Sur le côté droit du mobile, on retrouve deux choses qui sont intéressantes. Ici, le haut-parleur, que je trouve très bien placé. C'est comme le J5 et le J7, c'est exactement la même place d'ailleurs. Je le trouve bien placé parce que lorsque vous prenez le téléphone en main, là d'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez le mode double écran, split écran du téléphone, double fenêtre. Lorsqu'on prend le téléphone en main, eh bien, hop, lorsqu'on prend le téléphone en main, le haut-parleur, eh bien, il n'est pas étouffé. À moins de vraiment vouloir l'étouffer, hein, le faire comme ça, le haut-parleur est bien disposé, bien placé. Donc comme ça, quand vous jouez aux jeux vidéo notamment et que vous n'avez pas envie de mettre de casque, eh bien, je trouve que le son il est bien. Et quand vous regardez une vidéo, c'est la même chose. On a le bouton on-off sur le côté droit aussi, on le remarquera. En dessous du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve tout simplement le jack 3.5, l'entrée micro primaire et le connecteur micro USB. Connecteur micro USB, mais je reviendrai tout à l'heure, qui possède la particularité d'être aussi OTG. À l'arrière du téléphone, on retrouve le capteur photo dorsal, accompagné de son flash LED. Je reviendrai dessus lorsque je parlais de la qualité photo. Le marquage Samsung légèrement enfoncé dans la carrosserie, avec effet miroir, voilà, c'est incrusté dans la carrosserie métallique. Du logo CE, etc. Bon, pas très important en soi. Voilà, donc on est sur un téléphone qui possède globalement le même look que le J5 et le J7, à quelques détails près, c'est-à-dire les trappes de service, que j'appelle les trappes de service qui permettent de démonter le téléphone en haut et en bas notamment, eh bien, elles ne sont pas les mêmes sur le J5 et le J7. Donc on sent qu'il y a une toute petite particularité de design qui est probablement liée à une contrainte de conception de fabrication. Bon, mais bon, au final, à l'usage de tous les jours, ça ne vous changera rien du tout. L'écran est un tout petit peu plus souple, et rien ne dit qu'il s'agit d'un Dragon Trail ou d'un Corning Gorilla. L'écran est un tout petit peu plus souple, et donc ça se voit, on arrive à l'impacter. Il est un petit peu plus souple que celui du J5 et du J7. Encore une fois de plus, c'est une question de technologie. Ici, on est sur un écran, eh bien je vais vous en parler, qui est un écran PLS. Hein. C'est pas la position latérale de sécurité, c'est une sorte de version de l'IPS faite par Samsung. Mais je vais y revenir d'ici une toute petite seconde, puisqu'avant cela, j'ai envie de vous parler des dimensions. Vous voyez, hein, j'allais les oublier.
14,3 cm de long, 7,1 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Donc le téléphone est fin, le téléphone se prend très bien en main, vous le voyez, les dimensions sont plutôt bonnes, il y a un bon ratio d'occupation de l'écran, on est au-dessus des 75% de mémoire sur la face avant, donc on est pas mal. Le poids 142 grammes, donc c'est un mobile qui se prend bien en main, c'est un mobile élégant, agréable, avec cette petite courbe, on va dire, au dos du téléphone, c'est bien, ça se prend bien en main. Le problème, c'est que le téléphone est extrêmement glissant en raison de cette carrosserie plastique. Il n'y a rien, il n'y a pas d'effet râpeux, rien du tout. Donc le téléphone est très glissant. Donc les plus vigilants, les plus précautionneux vont nécessairement lui mettre un étui, une coque, un cache-batterie supplémentaire, ce qui forcément va réduire le design du téléphone, va le rendre moins classe. Mais d'un autre côté, ça va au moins sécuriser un peu le téléphone, ça va peut-être le rendre moins glissant. Bon, vous voyez comme quoi finalement on ne peut pas tout avoir. C'est un mobile qui présente bien, c'est un mobile qui a un écran 5 pouces. Écran 5 pouces, c'est assez standard, hein, vous le savez, depuis déjà plus de 5-6 ans, les smartphones à écran de 5 pouces sont un peu devenus la norme. Bon, et ben c'est le cas ici, donc on est sur un écran de 5 pouces. Et là, j'ai juste envie de vous montrer une petite vidéo. On va pas le faire en split écran, on va juste revenir en mode normal. Alors le temps pour moi, voilà, allez, ça c'est quand tu fais un reset. On va juste revenir, hop, en mode normal. Voilà, bah, bon, on va faire comme ça, allez, à l'ancienne. Et on va se lancer un petit Big Bug Bunny. Voilà. Avec l'accéléromètre, ce serait pas mal. Hein, voilà. Voilà, c'est mieux. Donc un petit Big Bug Bunny. Ouh, le son, ouh, le son. Le son est un peu fort. Bon. Et ben, le son est fort, justement, je vais revenir d'ici quelques instants là-dessus. Alors, Big Bug Bunny, alors qu'est-ce qui se passe? Et ben, l'image est belle. L'image est belle parce qu'on a une résolution qui reste sympathique. On est sur un écran de 5 pouces de diagonale avec une résolution qui est une résolution HD, HD Ready. C'est pas du Full HD. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On est donc sur un écran qui fait 1280 pixels par 720 pixels. En termes de densité de pixels, ça nous donne 300 pixels par pouce. Ah, pardon, un tout petit peu moins, on est à 294. Donc on est à 294 pixels par pouce, juste à côté des 300. Ce qui fait que l'image à l'œil nu est plutôt nette. On n'a pas vraiment de problème, il faut vraiment aller chercher à faire un focus, un zoom monstrueux avec la caméra, et encore pour réussir à distinguer les pixels. Là, vous voyez, on voit la trame, mais c'est parce que je fais un gros focus avec la caméra, un gros zoom. Donc à l'œil nu, le résultat est plutôt net, satisfaisant, d'autant qu'on a un écran qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est doté d'une technologie, ou en tout cas s'appuie sur une technologie qui est la technologie dite PLS. Alors PLS est une technologie qui est dérivée de l'IPS, IPS, technologie très connue qu'on retrouve sur des écrans d'ordinateur par exemple, ou sur de nombreux écrans de smartphone. Et d'habitude, on retrouve chez Samsung soit effectivement de l'IPS PLS en fait, soit du Super AMOLED. Et sur le J5, J7, on retrouve du Super AMOLED. Particularité, on a ici une très bonne luminosité, 480 nits, 480 nits pardon, ou 480 candela par mètre carré, c'est le score. Je vais y revenir d'ici quelques instants, donc c'est une très bonne luminosité, mais en termes de contraste, on est quand même un cran en dessous de la profondeur, notamment au niveau des sombres et du noir, d'un Super AMOLED. Encore une fois de plus, la plupart des utilisateurs ne se rendront même pas compte, surtout s'ils n'ont pas les deux téléphones côte à côte, J5 et J3, ne se rendront même pas compte de la différence. Donc on est sur un téléphone qui a, malgré tout, malgré ce choix technologique qui est lié à un coût, hein, forcément c'est une réduction des coûts, eh bien on reste sur une image qui est tout à fait satisfaisante. Alors, comme je vous le disais, 480 nits, qu'est-ce que ça veut dire 480 nits? Eh bien, plus ce score est élevé, plus le téléphone donne une luminosité forte, pouvant être forte. Après, ça se règle. Et quand vous êtes au soleil, bah forcément, il vaut mieux avoir une très bonne luminosité au niveau du téléphone pour contrebalancer la lumière du soleil. Voilà. Donc la luminosité est importante quand vous êtes notamment en milieu ensoleillé, milieu avec une forte lumière, pour essayer justement de contrebalancer. Ici, on est à 480 nits, on est loin au-dessus de ce que proposent en général les moyens de gamme et les entrées de gamme. Les entrées de gamme sont en général plutôt aux alentours de 300. Et encore, des fois, on a des mauvaises surprises. Ici, on est plutôt aux alentours donc, de 480 et le 600, le score 600, c'est vraiment ce qu'on retrouve au maximum sur les super, on va dire sur les super, les ultra haut de gamme. Voilà, les ultra haut de gamme qui valent 600, 700, 800 euros sont en général dans les 600 nits. Bon, là, on est quand même carrément pas mal en termes de luminosité. Mais la luminosité, j'y reviendrai tout à l'heure aussi lorsque je parlerai des capteurs. Et vous allez comprendre tout à l'heure, bien sûr, pourquoi je vous le dis. Là, voilà, je fais un petit peu de teasing. Le son. Le son est procuré par ce haut-parleur, vous l'avez bien compris, je vous l'ai dit tout à l'heure. Un haut-parleur qui donne un son extrêmement puissant. Donc non seulement le haut-parleur m'a l'air, en tout cas c'est mon appréciation, bien placé, je le trouve bien placé, mais en plus le son de ce téléphone est puissant, puisque le haut-parleur peut donner un son allant jusqu'à 120 décibels. 120 décibels, je vous le dis, quand vous collez votre oreille dessus, c'est fini, hein, vous vous arrachez les oreilles. Donc c'est un son très puissant qui reste globalement de qualité plutôt
clair pour le son d'un haut-parleur sur un smartphone. Faut pas s'emballer non plus, on n'est pas en face d'une enceinte Bluetooth. Donc c'est pas mal. Franchement, au niveau du haut-parleur, c'est pas mal. Et au niveau du jack et de l'écouteur, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que ce sont des composants qui sont très connus aujourd'hui par les constructeurs. Et depuis maintenant près de 2 ans, j'ai pas eu une seule mauvaise surprise à ce niveau-là, parmi tous les tests que j'ai pu réaliser. Donc, on est satisfait, on peut être satisfait du résultat offert en termes de qualité visuelle. Donc, regarder un film, par exemple, c'est tout à fait satisfaisant sur cet écran. Regarder une vidéo, c'est plaisant, il n'y a pas de souci. On peut donc regarder plusieurs vidéos, plusieurs séries même. Alors on a parlé de l'image, on a parlé du son, maintenant on va parler d'autre chose, on va parler des performances. Alors ce téléphone, bien sûr vous le savez, comme tous les téléphones, je valorise les téléphones avec une application qui s'appelle Antutu. Antutu, quand on prononce à la française. Antutu me donne un score ici de 34 852 points. Donc on va arrondir à 34 800 points, 34 900 points. C'est un score qui aujourd'hui en 2017 est clairement le score d'un entrée de gamme. Pas de surprise de toute façon, ici on s'attendait bien à ce genre de choses. On est en face d'un téléphone qui correspond à son prix, qui correspond à son positionnement. Donc il y a des concurrents quand même qui pour le même prix proposent des performances supérieures, plus élevées, parce que choix de composants différents. Mais ici, on est quand même sur un téléphone qui est à l'aise en jeu 3D et qui est aussi à l'aise en grosse application. Donc du coup finalement avoir un excès de performance sur un téléphone comme celui-là n'aurait pas été utile parce que le téléphone s'en sort très bien. D'ailleurs il s'en sort tellement bien que lorsqu'il est sur une application comme Epic Citadel, qui est une autre application que je mettrai probablement en incrustation, qui permet notamment de tester le nombre d'images par seconde affichées par l'écran. Plus ce nombre d'images par seconde est élevé, plus le téléphone offre une image fluide lorsque l'on est en jeu 3D, en vidéo. Et bien sur ce téléphone, on arrive quand même à avoir un score tout à fait satisfaisant sous Epic Citadel, puisqu'on arrive en mode ultra haute qualité, ça parlera aux connaisseurs, à 37,3 images par seconde. Largement au-dessus des 25 images par seconde. Bon, on est en dessous de ce que propose un ultra haut de gamme qui peut être à 60 images par seconde, ce qui est le maximum aujourd'hui pour un smartphone, mais on est quand même sur un niveau qui est tout à fait satisfaisant. 37,3, l'image est fluide, l'image est belle, ça se passe bien. Et ça se passe bien parce que finalement, même si on a des composants qui sont en retrait en termes de performance par rapport à certains concurrents, on reste. Alors, Antutu, c'est quand même une application qui a tendance à bugger là, ces derniers temps. Surtout les tests que je fais, toujours un bug. On retrouve donc, vous voyez, vous l'avez vu, hein, j'ai eu un problème de tactile, mais c'est pas lié au téléphone. C'est plusieurs fois que je fais ça. Et bon, passons. Donc, le processeur qui est dans ce téléphone, c'est un processeur 4 cœurs, 64 bits certes, qui est cadencé à 1,4 GHz. 1,403 pour être précis, c'est ce qui est indiqué. Mais enfin bon, 1,4. C'est un processeur maison, c'est un processeur qui est fait par Samsung, c'est un Exynos. Bon, ça, c'est les processeurs maison, hein. Les Exynos sont des processeurs fabriqués par Samsung. Et c'est un 7570. Bon, ça parlera aux connaisseurs. Bon, c'est un processeur entrée de gamme, fabriqué par Samsung, qui connaît très bien son processeur, qui sait fabriquer les trucs. Bon. On a 2 Go de mémoire vive. Ça, c'est pas mal, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, on est capable de faire du multi-fenêtre. Notamment, et c'est ce que je fais moi par exemple, lorsque je suis en voiture, eh bien, je mets la fenêtre de navigation à gauche, mon GPS, et à droite, je mets un avertisseur de radar, quelque chose qui me permet de savoir où sont les points de danger, hein, justement sur la route. Bon, eh bien, par exemple, ce mode multi-fenêtre, c'est exactement ce qu'il va vous permettre de faire. Sur ce téléphone, ça le fait, ça marche. Voilà, tout simplement. Et 2 Go de mémoire vive, c'est utile quand on fait du multi-fenêtre. Moins, ça aurait été dommage, hein. Vraiment, aujourd'hui, en 2017, même sur un téléphone entrée de gamme, heureusement que c'est Samsung, ça aurait été dommage. Ici, on est sur 2 Go, ça se passe bien. Voilà, le téléphone s'en sort bien. Processeur graphique, ça aussi, ça parle aux connaisseurs. Un Mali T720, bon, c'est un bon processeur graphique. C'est d'ailleurs ce qui permet à ce téléphone de s'en sortir correctement en jeu 3D, hein. C'est principalement le processeur graphique qui est ici, et donc le Mali T720. C'est un téléphone donc qui a des performances, on va dire, modestes. C'est pas catastrophique, c'est conforme à ce que l'on attend de ce téléphone, mais ça reste des performances modestes. Il faut quand même être franc. Alors à côté de ça, on a de la mémoire de stockage. Alors vous le savez, quand je parle de performance, j'aime bien parler de mémoire de stockage. Alors ce téléphone, revendiqué par Samsung, c'est écrit sur la boîte, il a 16 Go de mémoire de stockage. C'est vrai, c'est vrai. Légalement, c'est vrai. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il y a un petit aspect qui s'appelle, on va dire, la règle de conversion. Qu'est-ce qu'on obtient également sur les ordinateurs portables avec des disques durs ou des SSD? C'est la même chose. Donc il y a une règle de conversion qui fait que finalement on n'a pas 16 Go, on en a quand même un petit peu moins. Et comme il y a un système d'exploitation avec une surcouche Samsung, et bien finalement on tombe à moins que ça. On tombe à 8,6 Go de mémoire disponible pour l'utilisateur après le premier démarrage. C'est-à-dire que vous allumez le téléphone, vous faites les premières mises à jour, vous n'êtes pas à 16, vous êtes à 8,6. Et là, c'est un peu dommage. C'est là où on sent qu'il y a un petit manque. Ah, on aurait quand même aimé plus de mémoire. Mais comme
Vous ne le savez peut-être pas, plus de mémoire, ça ne suppose pas uniquement un coût de conception plus élevé, parce qu'il faut le composant qui soit plus important. La mémoire flash, bah, ça coûte, mais c'est surtout qu'en France, on a le plaisir, on a la joie d'avoir une taxe qui s'appelle la taxe sur la copie privée. Et cette taxe sur la copie privée, eh bien, elle est fonction du nombre de gigas qui est dans le téléphone. Et plus il y en a, bah forcément, plus la taxe est élevée, et plus le coût du téléphone au final est élevé. Donc du coup, Samsung a préféré garder un prix bas, 219 euros, je le rappelle, c'est son prix maximum conseillé, mais vous vous retrouvez avec 16 gigas. C'est un peu dommage. Pour certains, ça peut sembler mesquin. À mon avis, ça passe encore. Ça passe encore, mais c'est limite. C'est limite. Surtout que, petite parenthèse, surtout que c'est un petit peu bête de la part de Samsung, parce que Samsung sur son site internet, sur le site officiel de Samsung, au sujet de ce téléphone, indique bien que les 16 Go en fait se transforment en 10,5. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, quand on allume le téléphone, on voit bien que 10,5 c'est faux, c'est 8,6. Il y a probablement quelques petits oublis de gigaoctets pris par le système d'exploitation et sa surcouche. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, heureusement, Tough for Fun est là pour vous faire des tests et vous donner les vrais indicateurs. Hein. Bon, on mettra ça sur le compte de l'erreur. Donc on a parlé des performances, mais il y a quand même un aspect en parlant de mémoire qui me vient à l'esprit. Ce téléphone ne permet pas, malheureusement, d'installer des applications et les jeux sur la micro SD. C'est la même chose pour la totalité de la gamme J, et ça c'est pas nouveau, c'est depuis que la gamme J existe. Et puis d'ailleurs la gamme A c'est exactement pareil, la gamme S c'est pareil. Donc au final chez Samsung, on n'aime pas chez Samsung permettre d'installer les applications et les jeux sur la micro SD. C'est dommage, parce que théoriquement le système d'exploitation de ce téléphone le permet, ce qui est encore plus dommage. Mais Samsung est un peu tatillon sur cet aspect-là. Bon, allez savoir pourquoi. Alors du coup, maintenant on va parler d'autre chose, on va parler de la connectivité. Tout à l'heure je vous en ai parlé, ce téléphone existe en version simple SIM, il existe en version double SIM. La version qu'on a ici, c'est une version simple SIM, c'est la version européenne, officiellement commercialisée en Europe. Si vous regardez sur notre comparateur de prix, vous retrouverez la version double SIM, qui d'ailleurs est même à un prix plus avantageux que la version simple SIM, parce qu'elle est importée depuis des pays asiatiques notamment. Bon, du coup, à vous de faire votre choix, à vous de voir aussi quel est le prix qui vous intéresse le plus et la concession en termes de transport qu'il faut faire, et de garantie aussi, hein, n'oublions pas, quand on fait de l'import, il y a un problème de garantie qui peut se poser. Mais ici, sur la version donc, européenne, on est sur une version simple SIM, mono SIM. Version simple SIM qui permet malgré tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'installer la micro SD. Vous avez cette possibilité-là. Et la micro SD, selon le constructeur, peut aller jusqu'à 128 Go de mémoire. Bon, en fait, dans la réalité, vous pouvez mettre ce que je veux. Enfin, ce que je veux. Pas ce que je veux moi, mais ce que vous voulez vous. Donc pour le coup, voilà, on a double SIM ou simple SIM, ici simple SIM, carte micro SD, on est sur un téléphone qui est 4G LTE. Alors 4G LTE, bah, c'est pas mal finalement, parce que c'est la meilleure 4G aujourd'hui disponible sur le marché, en France notamment, catégorie 4. Alors bon, catégorie 4, on va pas rentrer dans le débat de la catégorie 6, etc., qui parlera aux connaisseurs, et je pense que c'est pas le sens du propos ici, on va pas s'attarder sur ça. Mais catégorie 4, c'est quand même une très bonne vitesse de 4G, parce que tout simplement c'est 150 mégabits en download et c'est 50 en upload. Et c'est même parfois plus rapide que votre propre ligne ADSL. Donc finalement, il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre. Donc on est sur de la bonne 4G. Après, tout dépend de votre opérateur. Et d'ailleurs, si votre opérateur n'est pas capable de vous livrer de la 4G là où vous vous trouvez, heureusement, et c'est un peu logique, ce téléphone est aussi doté de la connexion 3G. 3G+, pour être précis, HSPA+, même pour être encore plus précis. Alors on a parlé de la connexion web, on a parlé de l'aspect double SIM, aspect carte micro SIM d'ailleurs qui est au format nano si je ne me trompe pas. Hein. Je regarde juste ma petite fiche qui est à côté de moi et la carte SIM est bien au format nano. Donc comme quoi je ne vous ai pas dit de bêtises. Alors à côté de ça, bien sûr, on a d'autres choses. On a bien sûr du Wi-Fi, BGN. Alors il n'y a pas le A, il n'y a pas le AC. Encore une fois de plus, je suis en train de vous dire ça, mais ça parlera aux connaisseurs. AC étant la vitesse qui est la plus rapide, celle qui fait que notamment lorsque vous êtes en fibre, eh bien vous pouvez profiter de la vitesse fibre en Wi-Fi pleine patate avec votre smartphone. Ici, ça ne sera pas le cas. Ça sera juste un petit peu en dessous, ça sera juste un petit peu bridé par rapport à la fibre plein potentiel. Bon, mais bon, soit c'est un autre débat encore, mais on est donc sur du Wi-Fi BGN, on est sur du Bluetooth 4.2 A2DP LE, pareil, ça paraît reconnaissant, mais on est donc sur du Bluetooth 4.2, on a du NFC, donc vous pouvez payer avec votre smartphone en NFC, faire des paiements sans contact avec votre téléphone, ça existe, ça se répand de plus en plus, même si ça reste un usage très marginal. Le micro USB présente la particularité, alors je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, d'être micro USB, hop, micro USB OTG, c'est-à-dire que là je peux mettre une carte, pas du tout, mais une clé. Je peux mettre une clé, et quand je mets ma clé, est-ce que c'est l'effet Bonaldi? Peut-être. Oui, non, c'est bon, hein, quand même. On voit bien que la clé USB elle est branchée, hop, petit focus de la caméra, voilà, tac. Bon, du coup, oui, ce téléphone, vous pouvez ajouter de la mémoire supplémentaire via une clé USB OTG comme ça, un grand classique que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Bon, revenons-en sur cette application que je vous montrais il y a quelques instants, et dont je ne vous ai pas encore parlé.
Du coup, donc on a bien de l'USB 2.0 OTG, on a de la radio FM aussi, et on a un jack 3.5, etc. On a plein d'autres choses. Bon, maintenant quand on parle des capteurs, vous le savez, j'aime bien parler des capteurs, parce que je me suis rendu compte depuis quelque temps que, bon, on a beau être en 2017, il y a encore quelques constructeurs qui oublient de mettre certains capteurs, ou qui oublient, ou qui font exprès. Et là, pour le coup, bah, c'est un petit peu mesquin, je trouve, sur ce téléphone, d'avoir oublié un certain nombre d'aspects comme ça. Notamment, ce que je trouve le plus mesquin, parce que c'est généralement le plus répandu, c'est le capteur de luminosité. Voilà, ce téléphone ne gère pas en luminosité automatique. Voilà, il n'a pas la luminosité automatique parce qu'il manque le capteur. Ce téléphone n'a pas de boussole aussi. C'est un peu dommage quand vous êtes en navigation GPS notamment. Eh bien, le téléphone ne sait pas dans quelle direction vous vous trouvez. Il va déduire via votre déplacement le sens dans lequel vous allez, mais la boussole n'est pas là. Donc il y a un manque de précision, notamment quand vous êtes à pied. C'est à ce moment-là où ça devient pénible. Parce que quand vous êtes en voiture, ça va. Mais quand vous êtes à pied, le téléphone, lui, forcément, par le manque de cette boussole, eh bien, il va nécessiter que vous vous déplaciez. Alors, ça se trouve, vous allez partir dans la mauvaise direction. Ah, c'était l'autre. Et donc, du coup, bah, vous allez vous changer de direction. Bon, à pied, c'est pénible. En voiture, ça ne se sent pas. Et il manque le gyroscope. Donc, pas de réalité augmentée, pas de réalité virtuelle avec ce téléphone. Donc, vous pouvez bien jouer à Pokémon Go, certes, mais vous ne pouvez pas jouer à Pokémon Go en réalité augmentée. Bon, ça, c'est un peu dommage. Pour la réalité virtuelle, à la rigueur, on accepte la chose parce que ce téléphone, il n'est pas fait pour ça. L'écran n'étant pas un Full HD, voire même pas un 2K, comme c'est le cas par exemple sur le S7 et S8, eh bien c'est un peu dommage. Donc ça piquera les yeux si vous l'utilisez en réalité augmentée, virtuelle, pardon, et du coup vous pouvez pas en fait, puisqu'il n'y a pas de gyroscope. En tout cas, ça vous apportera un agrément d'utilisation qui sera bien moindre. On a parlé de manière exhaustive de la connectivité à un détail près. On n'a pas encore parlé bien, du DAS. Alors le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez. Vous le savez peut-être, si vous regardez les tests de Top 4 Phone, je suis très très focalisé sur le DAS. Autant que si je testais des voitures, pardon, je serais très focalisé sur le CO2. Mais comme je suis ici en train de tester un téléphone et pas une voiture, je ne vais pas parler du CO2, mais je vais parler du DAS. Donc c'est une sorte de norme de pollution finalement, mais c'est une pollution en ondes. Alors le DAS de ce téléphone, il est légal, bien sûr, vous en doutez, sinon Samsung se serait fait taper dessus, et je pense que Samsung a autre chose à faire. On est sur un DAS qui est, on va dire, correct. C'est pas la bonne norme, c'est pas terrible, c'est pas génial, c'est dans la bonne, voilà, c'est correct. C'est moyen, c'est pas bon, c'est banal. C'est banal en 2017, parce qu'en 2017, on a des téléphones qui tombent sur des DAS très 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 bas. Ici, on est sur un DAS à la tête de 0,658 watts par kilo. Ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. 2 watts, c'est le max. Aujourd'hui, on a des téléphones qui sont à 0,1, 0,2, 0,3 parfois. Donc ici, 0,6, 0,7, on est dans les normes. On va dire, c'est pas bluffant. Et 1,32 watts par kilo au corps. Bon, ça, je vous le dis. Mais franchement, retenez pas ce score. Retenez celui à la tête. Donc, retenez aussi le fait que c'est un DAS qui est tout à fait, on va dire, moyen. Il n'est pas mauvais, mais c'est moyen. Vous avez senti ce petit bof. Voilà, donc bon. On ne va pas en vouloir à Samsung du coup. Alors maintenant, il est temps non pas de partir, on ne va pas partir tout de suite, il est temps de passer au système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, vous le voyez déjà en termes de navigation, alors ça se modifie, hein. Vous pouvez remettre un raccourci ici application, mais pour passer du menu application au menu, à l'accueil standard, je fais un slide vers le haut, un slide vers le bas. Voilà, hein. Bon, ça vous pouvez le remodifier, revenir sur une navigation, on va dire, à l'ancienne. Ici, on va laisser tel que Samsung le propose. Alors, qu'est-ce que l'on apprend sur ce téléphone? Eh bien, vous l'avez vu, il y a du design, il y a de l'ergonomie, il y a des icônes. Donc la surcouche Samsung ici, c'est la surcouche Samsung Experience 8.0 qui succède à la défunte TouchWiz qui a complètement disparu. Et bien pourquoi elle a disparu? Parce que c'est vrai qu'elle était trop lourde, beaucoup trop d'effets spéciaux, beaucoup trop d'applications inutiles. Bon, la surcouche de Samsung en 2015, c'était devenu encore n'importe quoi. Depuis fin 2015, 2016, 2017, c'est devenu quelque chose de très agréable. C'est même d'ailleurs, et c'est là où c'est rigolo, Samsung était réputé pour être le constructeur qui avait la surcouche la plus grosse possible, celle où ils en mettaient plein partout. Et bien depuis voilà, fin 2015, on est sur une surcouche qui est agréable, simple, efficace. Alors simple pas trop non plus, hein, faut pas tomber, on n'est pas dans le basique d'Android, mais c'est sympa. Et puis il y a des customisations au niveau du look, au niveau du design. Par exemple, vous pouvez passer sur un affichage simplifié. Bon, voilà, si vous voulez des grosses touches, des gros carrés, c'est possible. Samsung le propose de base avec ce téléphone. Donc il y a un mode, on va dire senior. Bon, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il y a un mode senior qui est présent dans ce téléphone. Soit. Bon, il y a aussi la pelletée d'applications Samsung. Alors, les applications Samsung, on va retrouver quoi? Notamment, vous le voyez ici, il y a un dossier, hein, c'est cool. Samsung le fait de base, qui s'appelle enregistreur vocal. Oui, vous avez un enregistreur vocal.
Bon, vous en retrouvez de base hein, sur Android. Vous avez l'application email, pas mal. Elle est pas mal. C'est une application donc de messagerie email qui a été complètement customisée et retravaillée par Samsung. Très bien, franchement très efficace. Mes fichiers bah, qui vous permettent tout simplement d'accéder à la mémoire de stockage de votre téléphone et de gérer cette dernière. Bon, ok, d'accord, c'est cool. On retrouve également Internet, qui est un navigateur Internet par Samsung. Et pas le navigateur Internet Chrome. Bon, alors je sais que pour avoir déjà testé plusieurs Samsung et vous en avoir déjà parlé, dans les commentaires, je lis souvent l'application Internet de Samsung, elle est bien faite, les raccourcis sont bien gérés, les favoris sont top, c'est cool. Oui, vous avez raison. Mais moi j'ai mes habitudes sous Chrome, et étant donné qu'Android propose déjà Chrome, je trouve un peu dommage qu'un constructeur se sente obligé de proposer à son tour son propre navigateur Internet. Bon, après c'est pas grave, il est là, il va pas vous pourrir la vie, vous en faites ce que vous voulez. Samsung Health, bon, qui est le coach sportif de Samsung, qui va compter le nombre de pas que vous faites par jour, qui est synchronisable bien sûr avec une montre sportive. Ok, voilà, si vous aimez bien le sport, c'est une bonne application. C'est Samsung, voilà, c'est le coach sportif de Samsung. Galaxy Apps, là aussi, j'ai déjà testé plusieurs Samsung et certains d'entre vous m'ont déjà fait le noter, remarqué dans les commentaires que Galaxy Apps, ça n'est pas qu'une sorte de Play Store diminué, dérivé, optimisé, enfin optimisé même pas par Samsung. En fait, Galaxy Apps, c'est non seulement des recommandations, mais c'est aussi parfois des bons plans. Vous voyez, par exemple, si vous êtes sur Uber, ou en tout cas si vous allez prendre Uber pour la première fois, vous avez le First Ride Free Up to 15. Je ne suis pas sûr que ça marche en France. Mais en tout cas, vous avez 15 dollars offerts sur une course. Bon, et c'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûr que ce soit en France. Mais bon, il y a des bons plans comme ça de temps en temps. Des fois, il y a des applications qui, là, sont gratuites alors que sur le Play Store, elles sont payantes. Bon, c'est des petits coups promo, des petits flashs. Voilà, il y a des petits cadeaux supplémentaires. Quand vous installez une application, par exemple, vous avez un petit pack de cadeaux. Par exemple, quand c'est des free-to-play, vous avez des petits bonus supplémentaires qui viennent se déclencher. Voilà, donc ça, c'était un peu les applications supplémentaires. Il y a aussi, alors ça, je vais vous le montrer, Briefing. Alors, Briefing, c'est un flux d'actualité. Vous l'avez vu, j'ai slidé vers la gauche hein, pour vous le montrer. Briefing, c'est un flux d'actualité bah, qui permet tout simplement bah, d'accéder à l'actu. Voilà. Et c'est customisable, c'est personnalisable en termes de contenu. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Voilà, donc c'est à vous de décider. Ça, c'était Briefing. Voilà. Après, d'un autre côté, c'est le genre d'application qui existe déjà sur le Play Store, mais Samsung l'a intégré de base dans son mobile. Vous avez aussi Samsung Notes, hein, que je ne vous ai pas montré, je ne vais pas m'attarder dessus, qui est une sorte de Google Keep hein, qui permet de prendre des notes. Et vous avez dossier sécurisé. Alors, dossier sécurisé, c'est pas bête, c'est pas mal, parce que ça permet de créer un espace où les données, que ce soit des fichiers, donc des images, des documents Word, ce que vous voulez en fait, des aspects de sécurité, en tout cas de restriction de contenu, d'accès au contenu sur ce mobile. Voilà, donc c'est Knox en fait, c'est tout simplement Knox qui est présent sur ce mobile. C'est comme ça que ça s'appelle en fait. Voilà, donc du coup, on est sur une surcouche qui est sympathique, sur laquelle certains regretteront peut-être l'absence de S-Voice. C'est vrai que S-Voice, qu'on retrouve notamment sur la gamme S, S7, S8, etc., et même S6, enfin voilà, on peut remonter dans le passé. Ce S-Voice, c'est le Google Now, c'est le Siri de Samsung. Ça marche bien. C'est un bon, on va dire, assistant virtuel. C'est un bon moteur de recherche vocale. Donc ça, c'est S-Voice. Bon, S-Voice, malheureusement, n'est pas présent sur ce téléphone. Encore une fois de plus, c'est pas très grave. On a Google Now, donc on a l'application de base Google qui vous permettra de pallier à ce problème. Et qui marche très bien aussi. Donc au final, vous le voyez, hein, vous le sentez dans mon discours, j'ai souvent cette impression de la part de Samsung de vouloir toujours faire la même chose que Google, peut-être un tout petit peu mieux. Hein, c'est pas, il ne faut pas dénigrer Samsung. Samsung sait faire aussi des bonnes optimisations de surcouche et sait faire aussi des bonnes petites applications optimisées. Mais d'un autre côté, j'ai presque envie de dire pourquoi. Hein, je veux dire, je paierais bien le téléphone 10 ou 20 euros de moins. Si j'avais pas cette surcouche, ça me plairait plus. Mais c'est Samsung, ils aiment bien mettre leurs pattes, ils aiment bien customiser le système d'exploitation. D'ailleurs, je me rends compte, hein, je vous en ai parlé depuis tout à l'heure, mais je ne vous l'ai même pas montré. En tout cas, je ne vous ai pas montré les informations qui vous permettront de vérifier vous-même, hein, ici à l'instant, qu'on est bien sur une version Android 7.0, donc on est bien sous Nougat, et on a bien la version Samsung Experience, donc la surcouche 8.1, c'est écrit. Voilà, donc on ne va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Alors maintenant, il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. Alors là, je vais probablement, ou j'aurais déjà probablement mis une incrustation avec un jeu 3D qui sera probablement Real Racing Free. Et oui, ce téléphone est capable de faire tout ce que propose un smartphone moderne. C'est à savoir les appels, les SMS, les MMS, les emails. Bien sûr, vous pouvez consulter un site internet. Je vous en ai parlé tout à l'heure, notamment vous pouvez le faire avec l'application Internet Browser
de Samsung. Browser, navigateur, hein, pas brother, le frère. Je sais que j'ai un accent anglais assez particulier. Tout ça pour vous dire que oui, c'est un smartphone, comme tous les smartphones modernes et tous les smartphones même les plus entrée de gamme de 2017, qui est capable de vous offrir les usages de base d'un smartphone, y compris le lecteur MP3, y compris lecteur vidéo. Bon, surtout qu'il y a des applications, il y a plein d'applications sur Play Store pour vous aider si jamais il y a un problème. C'est surtout un téléphone aujourd'hui qui se distingue parmi d'autres sur deux aspects. Et oui, c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à savoir quels sont les bons téléphones des mauvais téléphones. C'est principalement un avec l'usage photo et deux avec l'usage autonomie. Alors l'usage photo de ce téléphone, 13 mégapixels capteur photo dorsal avec flash LED, autofocus, ouverture 1.9, en frontal c'est 5 mégapixels, ouverture 2.2, pas d'autofocus mais un flash LED. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, coucou caméra, bon on va commencer par le selfie. Il se passe que, bon bien sûr on a des modes d'optimisation, on peut prendre ce qu'on veut. Il y a des réglages plein tout le temps, de toute façon. Même sur un Android de base, on a des réglages. Donc on peut, vous voyez, je vous disais autofocus, il n'y en a pas, mais c'est faux. Vous voyez, il y a quand même une tentative d'autofocus de la part du téléphone qui détecte mon visage. Bon, on est sur un capteur photo frontal qui est un 5 mégapixels. Il ne peut pas faire de miracle parce qu'il est lui-même bridé par sa capacité. Reste que, et ça c'est surtout grâce à Samsung, la photo elle est pas mal. Elle est pas mal pour un 5 mégapixels. On peut se retrouver quand même avec des bons selfies. Donc c'est quand même pas mal. Et ça, c'est pas lié au matériel lui-même, même s'il n'est pas mauvais, c'est surtout lié au fait que Samsung sait travailler sa surcouche, et notamment l'application de photo et cette optimisation de la photo. On sent vraiment une sorte de piqué bien rendu. Il y a un bon rendu finalement sur les photos du capteur selfie. euh, pour un 5 mégapixels et pour un téléphone entrée de gamme. Donc voilà, il faut vraiment tout mettre en relation. Il faut vraiment relativiser mes propos pour un entrée de gamme. Le capteur dorsal est un 13 mégapixels, hop, voilà, qui prend bien les photos. C'est vite, c'est efficace, c'est rapide, c'est efficace. L'autofocus se positionne bien. Et là, c'est pareil. On sent que, bon, certes, il y a un capteur photo dorsal qui est bon déjà à la base. Le matériel n'est pas mauvais, mais en plus, il y a cette optimisation logicielle qui fait que les photos ont vraiment un piqué accentué. Ce que j'aime bien d'ailleurs, puisque ça permet de bien dessiner les contours des objets. Un bon point supplémentaire. Donc en termes de qualité photo, on est pas mal. On est pas mal pour un téléphone entrée de gamme. Mémorisez bien qu'on ne peut pas demander à ce téléphone d'avoir la même qualité photo qu'un haut de gamme ou d'un ultra haut de gamme ou même d'un moyen de gamme à 400 euros. On n'a pas la même qualité photo parce qu'on n'a pas les mêmes composants. Mais malgré les composants qui sont installés ici, qui sont certes bons, mais pour un entrée de gamme, on a des bonnes qualités photo. Et j'aurais probablement mis des incrustations de photos qui vous permettront de vous faire votre propre idée, sachant que sur le site de Top 4 Phone, il y a des échantillons photos en pleine résolution, et là aussi vous pourrez vous faire votre propre idée. Après, d'un autre côté, les qualités photos, je les ai prises comme je les ai prises. C'était dans un studio photo, voilà, bon, ça suppose un certain nombre de paramètres différents que ceux que vous allez avoir dans la vraie vie, dans la vie réelle. Bon, passons. Je me suis suffisamment étendu sur l'aspect photo. Revenons maintenant sur l'aspect, passons à l'aspect autonomie. Alors ce téléphone a une batterie qui, a priori, à première vue, pourrait laisser dire que c'est un peu faible. En tout cas, c'est quand on regarde la capacité technique, quand on regarde la fiche technique du téléphone, on peut se dire, zut, ça va pas être terrible. 2400 mAh, c'est la batterie qui est stockée, en tout cas c'est la capacité de la batterie qui est présente dans ce téléphone. Une batterie qui est, je le rappelle, non extractible, figée, on ne peut pas l'enlever. Le téléphone est unibody, monobloc, vous ne pouvez pas l'enlever la batterie, elle est figée. Bon. Donc une batterie non extractible de 2400 mAh qui me laissait craindre quand même une autonomie assez moyenne, voire même plutôt faible. Alors on a quand même plusieurs aspects positifs pour ce téléphone qui font que l'autonomie est même de manière surprenante bonne. Il faut savoir qu'une heure de vidéo consomme avec ce mobile entre 12 et 14% de batterie, alors que sur des mobiles similaires, j'arrive plutôt en général à la moyenne de 20%. Donc on est déjà sur un usage où, lorsque vous regardez de la vidéo, et c'est probablement lié à une optimisation notamment non seulement de l'écran et de la consommation énergétique de l'écran, mais aussi surtout des processeurs graphiques, mémoire vive, voilà, ces composants-là sont optimisés en termes de consommation énergétique. Donc c'est un mobile qui de base a déjà une bonne autonomie. On dépasse facilement un jour avant de recharger le téléphone. Mais on n'arrive pas aux 2 jours quand même, malgré tout, il ne faut pas s'emballer. On arrive à 1,5 jours, un jour et demi. Ça c'est un bon point. On est quand même donc sur une bonne autonomie. Autre parenthèse, Samsung a mis dans ce téléphone, comme dans tous ses téléphones d'ailleurs, un mode d'économie d'énergie optimisé. Donc vous avez d'ailleurs quelques petits paramètres de réglage, de tuning supplémentaires. Donc encore une fois de plus, en termes d'autonomie, on a tout ce qu'il faut pour dépasser la journée. Voilà, à moins d'être un hardcore gamer et de passer 4 heures de jeu
sur ce mobile, de faire 4 heures de jeu, c'est un téléphone qui tiendra la journée. C'est clairement un téléphone qui tiendra la journée du matin au soir. Vous le rechargerez une fois tous les jours, voire possiblement une fois tous les 1 jour et demi, pas 2 jours. Vous n'y arriverez pas aux 2 jours, mais pas loin. Voilà. Bon. Donc du coup, on a parlé de l'usage, je vous ai donné un certain nombre de points, et il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone ou un mauvais téléphone? J'aime bien répondre à cette question d'entrée de jeu. Est-ce que c'est un bon téléphone? Oui, clairement, pour son prix, c'est un bon téléphone. Il est cohérent. Il est cohérent parce qu'il présente une fiche technique, des spécifications et un usage qui correspond à son prix. Il n'y a rien d'étonnant. Ce mobile ne déçoit pas parce qu'il est cohérent, il est en relation avec son prix. Vous ne pouvez pas attendre décemment plus que ça lorsque vous payez ce prix. Vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose. Donc on n'est pas déçu. On n'est pas déçu et globalement, de toute façon, même si on ne prend pas en considération le prix, c'est un téléphone qui offre une bonne expérience d'usage, une bonne expérience utilisateur, un bon usage. On a d'ailleurs, je vous l'ai dit il y a quelques instants, une bonne qualité photo et même une très bonne autonomie. Du coup, globalement, c'est un téléphone qui satisfait l'usage, mais qui m'a un petit peu choqué, mais de rien. Et j'en parlerai notamment probablement lorsque je ferai la vidéo de comparaison entre le J3, J5 et J7. C'est ça qui m'a un petit peu choqué, c'est notamment la baisse sur un certain nombre de points. Des petites mesquineries que je trouve dommages par rapport au J5 et au J7, ce qui fait que finalement on a presque intérêt à passer au J5 qui est 60 € plus cher. Un peu moins de 60 €. Ça dépend des prix, et encore une fois de plus, il y a notre comparateur de prix pour vous aider. On sent des petites mesquineries. L'écran n'est plus un Super AMOLED, c'est un écran PLS, IPS. Donc c'est un bon écran malgré tout, hein. Mais si le J5 n'avait pas proposé un écran Super AMOLED, je n'en aurais pas parlé, et j'aurais trouvé ça tout à fait décent. Donc du coup, je trouve que là, déjà, il y a une petite mesquinerie. Deuxième mesquinerie, c'est notamment au niveau des capteurs. Il est vraiment dommage sur ce téléphone, déjà de ne pas avoir des capteurs tels que la luminosité, tels que la boussole, tels que le gyroscope. C'est des capteurs qui doivent coûter 10 centimes à la conception, mais qui ne sont pas présents sur ce mobile. Je trouve ça un peu dommage, ça fait un peu mesquin. D'un autre côté, il y a aussi un dernier capteur qui là pour le coup manque, c'est le capteur d'empreinte digitale. Là aussi c'est un peu mesquin, je trouve un peu dommage, alors que certains concurrents proposent d'office le même capteur d'empreinte digitale au même prix, en tout cas un capteur d'empreinte digitale au même prix. Je trouve ça un peu dommage. Donc vous voyez, c'est globalement, et je vais arrêter de me répéter, un bon mobile, clairement pour son prix il est satisfaisant, il offre un bon usage, mais ces petites mesquineries par rapport au reste de la gamme J me sont restées quand même en travers de la gorge. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mobile. Si vous l'achetez, vous serez satisfait. C'est pas un problème. Surtout que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous aurez probablement peu de chance, quoique, sait-on jamais, d'avoir les 3 téléphones en même temps. Moi, en tant que testeur chez Top 4 Phone, j'ai ce plaisir-là, j'ai les 3 téléphones. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je vais faire une vidéo de comparaison, une vidéo de comparatif. Mais peut-être que vous, finalement, vous ne sentirez pas ce manque, parce que vous n'aurez jamais eu les 2 autres téléphones en main. Donc du coup, j'en reviens là-dessus, c'est un téléphone qui reste satisfaisant pour son prix. Voilà, donc il est temps de se laisser là, on a fait une bonne conclusion, hein, bien détaillée, on a bien détaillé le test, ouais, ça vous l'avez compris, c'est comme ça que ça se passe chez Top 4 Phone. On a bien pris le temps aussi de se dire les choses en conclusion, je pense que vous avez compris en tout cas mon avis là-dessus. Maintenant, il est temps de se laisser. Si vous recherchez, je le rappelle, le bon plan sur ce téléphone, sachez-le, il y a notre comparateur de prix. Je ne me laisserai jamais de le répéter, mais voilà, c'est vraiment pour vous aider. Il y a ce comparateur de prix, profitez-en. Voilà, ne vous plaignez pas que vous ne connaissez pas les prix à jour en temps réel, parce que notre comparateur de prix est en temps réel. Donc il y a cet aspect-là. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr, et faites-moi plaisir, ça compte énormément, vous lâchez dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, dites-moi ce que vous pensez de mon test, certes, mais dites-moi principalement ce que vous pensez de ce téléphone. Vous êtes peut-être vous-même utilisateur de ce mobile, ou vous allez le devenir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, donnez-nous, à tous les visionneurs de cette vidéo, votre avis. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, j'insiste, il y a encore 2 aspects supplémentaires que vous pouvez faire. Vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, surtout si vous êtes sur YouTube, hein, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, parce que si vous êtes sur notre site, le bouton n'existe pas. Et vous pouvez aussi vous abonner. Alors là, c'est tout le temps, hein. C'est un carré qui se trouve ici, ça s'appelle plus un abonnement. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, et comme ça vous êtes au courant de la sortie des nouveaux tests, des nouveaux déballages aussi, parce qu'il n'y a pas que des tests, vous le savez, hein. Il y a un test égale un déballage, il y a des interviews, il y a des présentations, etc. Il y a plein de vidéos chez nous, et on en fait 2-3 par semaine en moyenne. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, hein, bien sûr. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.